Ils sont 20 millions sur la planète. Au péril de leur vie, ils ont fui les bombes, les catastrophes, les persécutions et se retrouvent enfermés dans des camps, invisibles aux yeux du monde. Dans ces lieux de vie parallèles, les réfugiés sont soumis à une nouvelle loi, celle du marché. Les entreprises privées s'implantent désormais dans les camps. Leurs produits, leurs technologies trouvent dans ces zones troublées du monde des débouchés rentables à très large échelle. Les réfugiés seraient-ils des consommateurs comme les autres? Quels sont les intérêts des États à laisser prospérer ce marché durable? Dans une industrie de l'humanitaire évaluée à plus de 20 milliards d'euros par an, un marché international des camps se développe. En marge du premier sommet de l'ONU invitant les grands de ce monde à régler les crises d'urgence, se tient la plus grande foire commerciale de l'assistance. 600 exposants venus du monde entier y présentent des produits et services destinés aux réfugiés, censés couvrir tous leurs besoins. Les gens nous aident, nous font des dons et nous allons secourir à travers le monde entier. C'est notre intention la plus sincère. Des camps de réfugiés livrés clés en main, de gigantesques villes containers. On l'appelle Aryan Village. Il y a 1 millier d'habitations et ça coûte environ 9 millions de dollars. Abris, tentes, containers, cuisine, blanchisserie, tout ce dont vous avez besoin dans un camp. Je voudrais vous montrer ce produit. C'est une ration alimentaire auto-chauffante. Jusqu'à des lampes auto-rechargeables vendues aux réfugiés. Elle est vraiment formidable. En plus, il existe une solution de paiement. Si on n'a pas assez d'argent pour acheter la lampe, on peut la payer en plusieurs versements. OK. Elle cesse de fonctionner si on ne paie pas la totalité. Vous pouvez choisir de payer tous les 15 jours, par exemple. Sinon, elle s'arrête de fonctionner? Et il y a une puce à l'intérieur qui gère les versements jusqu'à ce qu'elle soit entièrement payée. Vraiment? Oui. Dans ce marché émergent se côtoient des start-up, des banques et même des marques mondialement connues. IKEA, le géant suédois de l'ameublement, présente au salon son modèle de tente pour réfugiés qu'elle fabrique par le biais de sa fondation. La multinationale a investi 12 millions d'euros dans ces abris. C'est un habitat dans lequel vous pouvez vivre debout. Il n'est pas transparent comme une tente, donc c'est plus digne pour les réfugiés. Vous pouvez fermer les portes, vous avez des fenêtres, de l'isolation. Vous avez une qualité de vie très différente pour des personnes qui sont déplacées pour longtemps. Pourquoi la multinationale se lance-t-elle dans l'humanitaire? Est-ce par pure philanthropie? Pour une question d'image? Ce que vous pouvez voir avec une société comme IKEA, c'est que la responsabilité sociale fait partie du business. Et c'est bon aussi pour le commerce. Ce n'est pas où vous faites du business, ou vous faites de l'humanitaire. Pour nous, vous pouvez faire du développement et faire du profit en même temps. C'est la philosophie de ce groupe. IKEA a investi ce marché planétaire grâce à un acteur clé. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés.
Bonjour à tous les amis Facebook du HCR. Le HCR, agence de l'ONU, gère les camps de réfugiés pour tous les États du Sud, avec l'argent des grandes puissances occidentales et un budget global de 9 milliards d'euros en 2016. Confronté à l'explosion des besoins, le HCR courtise les entreprises à la recherche de nouveaux sous-traitants. Nous comptons beaucoup sur le secteur privé et c'est incroyable le nombre d'entreprises qui veulent participer. Elles se sentent concernées par cette crise, elles se sentent impliquées et elles ont des savoir-faire, des technologies, des capacités que nous n'avons pas, particulièrement dans le numérique, l'innovation. Dans une certaine mesure, c'est une manière de professionnaliser notre travail. Le système humanitaire a grandi. C'est devenu une profession d'être un humanitaire. Comment ces nouveaux acteurs de l'assistance améliorent-ils la vie des réfugiés dans les camps? Quels sont leurs intérêts à s'implanter dans ces lieux de vie parallèles? En Jordanie, à la frontière de la Syrie, Zaatari est le deuxième plus grand camp du monde. Sorti de terre en 2012, il accueille 80 000 réfugiés syriens ayant fui la guerre civile. Présenté comme un nouveau modèle de camp, l'économie de marché y a fait son entrée en 2014. Fini la distribution des colis alimentaires. Les réfugiés de Zaatari font désormais leurs courses dans des supermarchés. Ils redeviennent des consommateurs comme les autres, pouvant choisir leurs produits. Deux enseignes concurrentes se partagent un marché captif de 80 000 clients pour 2 millions d'euros par mois. Il faut qu'on présente mieux les pommes de terre. L'un de ces deux supermarchés, la marque Tazwed, est né dans les camps. Filiale d'un groupe alimentaire du Koweït, déjà présente en Irak et au Liban, elle veut inonder ce marché. Ce projet est très excitant. C'est la première fois qu'il est implanté de cette façon et en plus, c'est un commerce rentable. Si vous analysez bien la situation et si vous comprenez le marché, vous devez considérer le camp non pas comme un camp de réfugiés, comme une opération d'un jour, mais plutôt comme un investissement à long terme. C'est un modèle qui devrait être adopté, pour être honnête, dans tous les camps de réfugiés, pas seulement dans les camps pour les Syriens. Nous aimerions nous étendre. Nous avons la capacité en termes de main-d'œuvre, en termes opérationnels, financiers, pour être partout où ils sont. Nous pouvons devenir le numéro 1 sur ce type de service dans les camps. C'est le Programme alimentaire mondial, le partenaire du HCR, qui a privatisé ce marché, à une condition, que les bénéfices des magasins soient limités à moins de 3%. Une sous-traitance plus rentable pour le PAM, qui manque de ressources pour satisfaire les besoins d'une population grandissante. Le contrat que nous avons signé avec les supermarchés stipule que nous avons accès à tous les chiffres. Ainsi, nous surveillons les prix, la façon dont ils les établissent, le coût, la marge. Il n'y a rien d'immoral dans ce système. Tant que le processus est juste, tant qu'il est compétitif, tant qu'il répond à nos demandes, à nos exigences éthiques, la porte leur est ouverte. Aux caisses des supermarchés de Zaatari, le Programme alimentaire mondial a poussé l'innovation encore plus loin, à la limite du laboratoire d'expérimentation. Pour valider leurs achats, les réfugiés doivent se soumettre à une opération, faire scanner leurs yeux.
Avec l'empreinte de leurs iris, un système de reconnaissance biométrique connecté à une banque contrôle ainsi toute tentative de fraude. Quelqu'un vous a-t-il demandé votre accord? Vous voulez dire pour... Pour l'empreinte de vos yeux? Non, c'est eux qui ont décidé de mettre en place ce système. C'est eux qui l'ont décidé. Ça nous arrange pour les courses. Mais pour les informations sur nous, ça, c'est leur honnêteté. Nous ne savons rien. Ce n'est pas le supermarché qui a décidé de tout ça. C'est le HCR qui a choisi ce système d'empreinte. En Jordanie, l'enregistrement de tous les réfugiés repose sur cette nouvelle technologie, plus infaillible que les empreintes digitales, utilisée même pour les enfants dès l'âge de 3 ans. Leur numéro d'identité, c'est celui de l'empreinte de leurs iris. À ce numéro est relié un fichier informatique contenant les données les plus confidentielles de leur vie. Pourquoi vous avez choisi ce système? Parce que c'est le plus fiable, le plus solide qui existe au monde. Ça nous permet d'enregistrer chaque réfugié de manière unique et d'être sûr qu'ils sont tous reconnaissables et qu'il n'y aura pas de fraude potentielle de l'identité. Mais ça nous permet aussi, et c'est ça la beauté de ce système, de mettre en application le système biométrique pour l'aide, pour l'assistance que nous donnons aux réfugiés. Ce programme a été financé par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Le HCR a choisi la société anglo-jordanienne IrisGuard pour l'implanter. Nous croyons que cette technologie permet aux réfugiés de retrouver leur identité grâce à leurs yeux. Ce n'est pas comme une carte que vous donnez à une personne. Les réfugiés retrouvent leur identité grâce à leurs propres yeux, et ça reste avec eux. Même s'ils sont réinstallés en Europe ou en Amérique du Nord, ils pourront dire « je suis ce réfugié » et personne d'autre ne peut utiliser leur identité. C'est une forme de protection très importante. Depuis son expérimentation en Jordanie, le HCR développe ce système biométrique en Irak et au Liban. Près de 2 millions de réfugiés syriens sont ainsi enregistrés. La technologie d'Imad Malaz, fabriquée au Royaume-Uni, exportée à travers le monde, trouve dans les camps une nouvelle application à large échelle. Nous avons été très tôt les pionniers de cette technologie. Nous avons été fascinés par l'identification d'une personne grâce à son œil. Nous l'avons inventé, nous avons implanté ce système aux frontières pour la première fois aux Émirats arabes unis, nous l'avons installé dans les banques et maintenant dans les supermarchés. La demande explose. Nous sommes à l'avant-garde. Je suis fasciné à chaque fois. Nous l'avons inventé et je suis toujours fasciné par ça. Jusque-là, sa société affichait des clients très éloignés de la sphère humanitaire. IrisGuard a vendu sa technologie à des États dans leur mission de sécurité, de contrôle aux frontières et d'arrestation de clandestins. Dans les camps de réfugiés, son entreprise offre ses machines et en échange, elle touche un pourcentage sur chaque transaction. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre chiffre d'affaires sur ce marché? C'est 1%.
1%, mais... Je ne peux pas, je veux dire. Il faut voir avec l'échelle. Si vous avez un réfugié ou si vous en avez 1 million. Nous, on veut avoir tous les réfugiés. On veut avoir tous les pauvres d'Afrique. On veut beaucoup. Mais vraiment, je ne peux pas donner de chiffres précis à la télévision. Nous sommes une entreprise privée. En tout cas, c'est très attractif de faire son chiffre d'affaires sur la base d'un pourcentage. Et vous espérez beaucoup? Oui, bien sûr. Nous avons une stratégie offensive et nous espérons décrocher de nouveaux marchés dans les pays voisins de la Syrie. Nous espérons nous implanter en Afrique, où le programme alimentaire pour les pauvres est de 4 milliards de dollars par an. Iris Guard se présente comme une PME ordinaire. Elle a pourtant choisi pour la conseiller 2 personnalités très influentes. L'ancien directeur des services secrets britanniques, Richard Dearlove, et Frances Townsend, la conseillère en sécurité intérieure de George Bush pendant la guerre en Irak, et qui est aujourd'hui numéro 3 d'un groupe industriel qui vend notamment des armes pour l'armée américaine. La société est également enregistrée aux îles Caïmans, l'un des paradis fiscaux les plus opaques de la planète, qui permettent d'échapper au contrôle sur ses revenus et ses impôts. C'est très important que vous compreniez que nous sommes une société très attachée à l'éthique. Et nous voulons nous assurer que ce que nous faisons est bien à tout point de vue. S'il vous plaît, comprenez bien. La façon dont nous gagnons de l'argent avec les agences humanitaires leur permet d'en économiser bien plus grâce à notre système. Maintenant, l'enregistrement de notre entreprise dans les îles Caïmans n'a rien à voir avec l'humanitaire. Je vous le redis, il date de 2003. C'était bien avant. Nous n'avons pas fait ce choix pour échapper au HCR. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Mais nous pensons qu'il est beaucoup plus facile d'attirer des investisseurs dans un seul endroit. Vous avez besoin de trouver un partenaire à Londres, un autre à Singapour ou encore à Genève. C'est un tel bazar. Pourquoi le Haut-Commissariat aux réfugiés a-t-il confié ce marché à une entreprise qui n'offre pas toutes les garanties de transparence? Au siège de l'institution, à Genève, Andrew Harper est le nouveau responsable des partenariats avec le secteur privé. Il y a quelques mois encore, il était surtout le représentant du HCR en Jordanie. Vous parlez à quelqu'un qui était sur le terrain. Ces questions concernant les entreprises, où elles sont enregistrées, où elles paient leurs impôts, c'est à elles que vous devriez les poser. Concernant les règles et procédures suivies par le HCR, les critères nécessaires ont été remplis. Si cela les rend alors inéligibles à faire des affaires avec les Nations Unies, c'est une question que vous devriez poser au plus haut niveau aux Nations Unies. Quel est le principe des partenariats privés? Tout engagement avec le secteur privé a pour vocation à devenir durable. Et donc, que ce soit avec Iris Guard ou avec une banque, si nous voulons un partenariat qui va au-delà d'1 an ou 2 ans, le secteur privé doit y gagner quelque chose. Les intérêts des entreprises qui investissent dans les camps sont-ils toujours avoués? Ben Parker connaît bien les coulisses de la privatisation de ce marché. Il a travaillé pour les Nations Unies pendant une vingtaine d'années, a occupé des postes à responsabilité, notamment en Syrie. Mais en 2013, il quitte l'ONU pour créer un site d'information indépendant sur l'humanitaire et dévoiler certaines faces cachées. J'observe avec d'autres experts comment ces entreprises essaient de tester des choses. Elles essaient d'utiliser les réfugiés comme des cobayes. Ne sont-elles pas en train d'essayer une nouvelle technologie qui n'est pas vraiment légale? La frontière est ténue entre l'innovation, l'expérimentation et l'exploitation. Si les gens n'ont pas vraiment le choix et si le cadre juridique n'est pas assez strict, alors vous devriez être conscient qu'il peut y avoir une forme d'exploitation. Si vous faites de l'innovation, pourquoi ne pas innover dans votre propre marché? Pourquoi innover dans cette région troublée du monde, avec ces personnes qui ont subi de tels traumatismes? Avez-vous vraiment besoin d'eux pour innover?
Autour de la biométrie se pose la question très sensible de la protection des données. Ces millions de fichiers propriétés du HCR identifient des populations parmi les plus vulnérables, ayant fui les guerres, subi des persécutions. Au nom de la lutte contre le terrorisme, ces fichiers sont devenus la cible de certains gouvernements. Comment l'agence de l'ONU, dépendante financièrement des États, protège-t-elle ce gigantesque système? La question est, pouvons-nous sécuriser les données que nous collectons? Et la réponse est oui. C'est notre objectif. Nous avons des protections entre les endroits où nous collectons les données et nos serveurs. Donc les données ne sont accessibles pour personne d'autre. Le HCR a ses propres protocoles de sécurité numérique. Nous menons des audits et des inspections pour voir s'il y a des failles. Et nous avons des inspecteurs indépendants qui garantissent que c'est sûr. Parmi ces experts indépendants mandatés par le HCR, l'avocat Simon Davis est l'un des spécialistes reconnus de la protection des données personnelles. En 2008, l'organisation lui demande de mener une étude alors qu'elle met en place ce système d'enregistrement. Quand les Nations Unies nous ont parlé pour la première fois en 2008 à Genève, ils étaient inquiets. Ils étaient soucieux qu'il puisse y avoir un problème avec la technologie, parce qu'en 2008, on savait très peu de choses. Durant cette année 2008, Simon Davis visite des camps en Afrique et en Asie. Sur place, il interroge autant les équipes du HCR que les réfugiés et livre ce rapport qu'il dévoile pour la première fois. Ce que nous avons trouvé et ce que dit le rapport n'était pas très agréable, et pour tout dire, très inquiétant. Nous avons parlé à beaucoup de réfugiés, par exemple en Éthiopie. Ils exprimaient de grandes inquiétudes à propos des empreintes digitales. Ils disaient qu'on leur prenait leur identité, quelque chose d'eux. Nous étions choqués de découvrir que le concept de sécurité et de vie privée était quasi inconnu sur le terrain. Ces données risquaient d'être transmises ou vendues à des gouvernements éventuellement hostiles aux réfugiés et pouvant potentiellement mettre leur vie en danger. Son rapport ne sera jamais publié, enterré. L'avocat brise alors sa clause de confidentialité pour dénoncer un manque de transparence. Ce que nous avons conseillé en 2008, c'était des principes de base, des principes d'éthique, de légalité, de sens commun. Et c'est au HCR de prouver que ça s'est amélioré depuis toutes ces années. 9 ans après ses mises en garde, le HCR a amplifié son programme d'enregistrement biométrique. J'ai lu la charte de protection des données du HCR. En fait, elle leur donne le droit de faire ce qu'ils pensent être bien. Je crois qu'il y a un risque important de voir des données collectées pour une raison et être utilisées pour une autre. Et je ne pense pas que les Nations Unies soient un endroit très sûr pour conserver ces données parce que c'est un club. Le HCR sert les États membres. Et il ne pourra pas dire non si un État de premier plan lui demande de faire quelque chose. Bien sûr, ils peuvent mettre en place leur propre politique de protection des données, mais il y a là un risque. Et je pense que nous ne connaissons pas encore tous les dangers que cela implique. Entre assistance et contrôle, le HCR agit comme un gouvernement des camps à travers le monde. Bâtis au nom de l'urgence, ces lieux de mise à l'écart finissent bien souvent par durer. Quelle est la logique humanitaire encore à l'œuvre quand le provisoire devient permanent? Dadaab incarne l'échec des camps.
Né il y a 26 ans, il est l'un des plus anciens mais aussi le plus peuplé au monde, avec 350 000 réfugiés. Dadaab s'est figé sur cette terre en plein désert. Inexistant sur les cartes officielles, le camp se situe au Kenya, à 30 km de la frontière avec la Somalie. Ses habitants, en majorité des Somaliens chassés par la guerre civile et les famines, vivent bloqués ici, oubliés du reste du monde. Le gouvernement kényan ne leur donne ni le droit de travailler, ni celui de quitter le camp librement. Il leur est même interdit de construire ou de produire quoi que ce soit. Sa maison détruite, ses parents tués, Hassan Hanna a fui Mogadiscio, la capitale somalienne, en 1991, il y a plus d'un quart de siècle. J'ai donné naissance à 6 enfants ici. L'un est décédé et les autres sont avec moi. Nous sommes considérés comme des prisonniers. Nous ne pouvons pas sortir à l'extérieur ni aller dans des villes kenyanes. Nous ne pouvons pas retourner en Somalie non plus. Notre sentiment est horrible. C'est désastreux de vivre dans ces conditions, comme des prisonniers, avec l'impossibilité d'en sortir. C'est vraiment tragique. En se pérennisant, Dadaab a fini par engendrer une situation inextricable pour 3 générations de réfugiés. 60% de la population a moins de 17 ans. Des jeunes sans nationalité, hors du monde. Survivre dans cet environnement provoque chez certains des pathologies mentales sévères. Dadaab affiche un taux de suicide parmi les plus élevés au monde. Les réfugiés qui assistent les psychiatres sont à la fois témoins et victimes de ce désespoir. Je ressens beaucoup de souffrance ici. Les gens ont perdu leur identité. Certains ont même oublié ce que la vie voulait dire. Ils n'ont aucun avenir. Certains font des tentatives de suicide. D'autres sont tentés par les drogues et en abusent. Les gens n'ont plus d'espoir, surtout quand ils regardent ce qu'il se passe en Somalie. Ils perdent tout espoir. Et j'en fais partie. À l'enfermement s'ajoute l'insécurité. À proximité de la frontière, Dadaab est devenu un repère pour les factions somaliennes d'Al-Shabaab, un groupe islamiste radical qui recrute chez les jeunes réfugiés. Des centaines de meurtres ont déjà eu lieu. Dans l'absurdité de ce système, les humanitaires vivent retranchés dans leur propre camp, à quelques kilomètres des réfugiés. Victimes eux aussi d'insécurité et d'une série d'enlèvements, les personnels du HCR et des ONG ne se déplacent que sous escorte policière. 24 heures sur 24, ils sont aussi protégés par une société de sécurité privée, le groupe G4S. Une logique sécuritaire qui a conduit le HCR à dépenser 32 millions d'euros ces 5 dernières années, le budget le plus important du camp après celui de l'eau. Dans ce campement, le groupe G4S assure la sécurité. Juste pour vérifier que toute personne qui entre est bien contrôlée.
Et que vous êtes ici en sécurité avant de basculer dans l'insécurité de l'autre côté. À l'entrée du camp, réfugiés et humanitaires, ces deux mondes parallèles, se côtoient dans des zones bien délimitées. Le centre d'enregistrement, ou comme ici, le poste des réclamations. Viens juste me voir, s'il te plaît. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai ma mère âgée de 80 ans, elle est alitée. Nous n'avons pas de quoi la nourrir aujourd'hui. Asseyez-vous là. Odan va vous prendre en charge. Tu pourras discuter avec elle. Juste asseyez-vous là. Les agents de G4S sécurisent tous les accès du camp. Ils contrôlent tous les mouvements des réfugiés. Devenus un rouage essentiel de la machine, ces employés kényans travaillent au service d'une puissante compagnie britannique. Pourquoi et comment cette multinationale de la sécurité privée a-t-elle investi les camps? C'est à Londres, où est né G4S, que se trouvent les réponses à ces questions. Situé en plein cœur de la City, le siège social de G4S paraît discret. Il abrite pourtant le numéro 1 mondial de la sécurité privée. La société pèse 8 milliards d'euros et emploie 600 000 salariés à travers le globe. G4S s'est imposé dans tous les secteurs de la sécurité, du transport de fonds à la protection de bâtiments publics, des prisons aux centres fermés pour mineurs délinquants. La firme prospère aussi grâce à la crise migratoire en Europe et dans le reste du monde. Elle gère des centres de rétention, des foyers pour demandeurs d'asile et assure la sécurité dans des camps de migrants. Depuis quelques années, son nom rime surtout avec scandale. Des atteintes à la dignité humaine régulièrement dénoncées par des ONG. Dans leur campagne, elles réclament la vérité sur la mort d'un demandeur d'asile angolais, sur des cas de maltraitance dans les camps de migrants australiens. Sollicitée, la direction de G4S n'a pas répondu à nos demandes d'entretien. Ben Rollins a observé les agissements de G4S dans le camp de Dadaab au Kenya. Il y a travaillé pendant 5 ans pour Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits de l'homme. De cette expérience, il a tiré un livre publié dans plusieurs pays. Il y affirme que certains réfugiés sont victimes de brimades de G4S. Il y a une histoire dans le livre qui raconte comment les réfugiés ont dû payer des pots de vin. Là, c'est le quartier du HCR, et là, ce sont les gardiens de G4S. Ce sont des mercenaires. Les réfugiés devaient payer entre 6 et 24 $ pour entrer. J'ai vu la pression de centaines de personnes qui essayaient de passer la porte du centre des Nations Unies, et ça, c'était un lundi matin normal. Les gens voulaient vraiment rentrer. Alors ils utilisaient leurs bâtons pour frapper les réfugiés, les faire reculer, les calmer. J'ai vu cela se produire à différents endroits du camp. Au moment où les réfugiés essaient de rentrer dans les bureaux du HCR, alors les gardiens de G4S frappent avec leurs bâtons. J'ai partagé ces informations avec les équipes du HCR sur place, mais rien ne s'est passé. Parce que c'est normal pour eux. Les histoires des mauvais comportements de G4S sont quotidiennes. Et ce n'est pas quelque chose que l'agence prend au sérieux. Elle a d'autres soucis, vous savez. Le HCR n'est pas la seule agence de l'ONU à faire appel à G4S. À l'échelle mondiale, seule une poignée de sociétés trustent ce marché. Mais l'institution est-elle au courant de ces abus?
Si vous me dites que les gardiens frappent les réfugiés ou s'ils sont corrompus, c'est très grave. Et nous voudrions voir ces accusations et nous voudrions enquêter. Nous prenons ça très au sérieux, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Êtes-vous au courant des scandales dans lesquels G4S est impliqué ces dernières années? Je ne suis pas au courant, non. Personnellement, je n'ai entendu parler d'aucune pratique que vous me mentionnez. Après 26 années d'existence, Dadaab et ses 350 000 réfugiés sont plongés dans l'impasse. D'un côté, la guerre civile en Somalie empêche toute perspective de retour. De l'autre, le gouvernement kényan brandit la menace d'une fermeture imminente du camp et du renvoi forcé des Somaliens. Un chantage qui révèle les mécanismes profonds qui se jouent autour des camps. Livrés à un marché économique, les réfugiés font aussi l'objet de marchandages politiques entre les États. Dans les négociations internationales, se décide désormais le prix des camps. Alors que le Kenya n'a jamais intégré de réfugiés de Dadaab, c'est le vice-président qui vient maintenant monnayer la gestion de cette population indésirable. The government of Kenya has been forced to relocate human resources and funds at an average of $140 million per year to address the issues of environmental degradation, restoration and security within the refugee camps. A combination of large populations of displaced persons and refugees need urgent, if not immediate, attention. Si le Kenya fait ainsi monter les enchères, c'est qu'il a peut-être été inspiré par un accord historique scellé quelques mois plus tôt. En mars 2016, l'Union européenne demande à la Turquie de gérer les migrants arrivés sur son territoire. En échange, elle offre au gouvernement turc 3 milliards d'euros à la signature et 3 milliards d'euros supplémentaires si l'accord est respecté. Dans ce grand marchandage, le président Erdogan ne transige pas. Şu anda 3 milyon insan ülkemde ve bu 3 milyon insana şu ana kadar biz 10 milyar dolar harcadık. Bunlar faturalı olan. STK'ların, belediyelerin yaptıklarını konuşmuyorum. 3 milyar avro destek vereceğiz dediler. 4 ay geçti. Cette politique de sous-traitance porte un nom, l'externalisation. Effet brutal de l'accord, un mois après sa signature, en mer Égée, la frontière gréco-turque est bloquée. L'opération s'appelle Poséidon. Elle doit intercepter les embarcations de migrants en provenance de Turquie et arrêter les passeurs. C'est vent d'Est aujourd'hui. Il y a un peu plus de chance pour qu'ils prennent la mer. Dans cette mission de police, des officiers de l'agence européenne Frontex viennent renforcer les gardes-côtes grecs. Quelqu'un voit quelque chose? Nous sommes ici à la demande des autorités grecques. Elles ont sollicité l'aide de l'Union européenne puisqu'elles n'arrivaient plus à gérer la situation. Et c'est alors que Frontex a déployé ses moyens. On dirait quelque chose là-bas. Je vois bien les contours de quelque chose, mais... C'est bien un bateau pneumatique. Je vais avertir l'OTAN. Tous sur le pont. Depuis l'accord avec la Turquie, le flux d'arrivée de migrants a baissé.
Mais chaque semaine, ils sont encore plusieurs centaines à prendre la mer dans des conditions périlleuses. Est-ce que l'un d'entre vous parle anglais? Attachez ces 2 crochets à votre bateau. Un de chaque côté. Restez assis. Gardez votre calme. Tout le monde reste assis. Présentée comme une opération de sauvetage, il s'agit bien d'une mission de police et de contrôle. Vous venez d'où? Afghanistan. Afghanistan. Ce matin-là, 43 personnes sont interceptées, originaires de 7 pays différents, principalement d'Afrique et d'Afghanistan. Elles sont conduites par les agents de Frontex sur l'île grecque de Lesbos. Avez-vous des problèmes médicaux? Dans la logique de l'accord, les migrants sont placés dans des camps. Celui de Moria se situe à moins de 10 km de la Turquie, au cœur de l'île de Lesbos. C'est ce qu'on appelle un hotspot, un centre pensé et financé par l'Union européenne pour identifier les migrants, examiner leurs demandes d'asile et organiser en cas de refus leur retour en Turquie. En réalité, c'est un centre de rétention administré par la police grecque, avec l'appui des fonctionnaires de Frontex. Prise de photos, relevé d'empreintes biométriques, interrogatoires. Des agents venus de toute l'Europe font la chasse aux migrants n'ayant pas vocation à rester sur son sol. Des personnes vont essayer, ni plus ni moins, de nous tromper, tout en sachant qu'il y a quand même, on va dire, 3 nationalités qui ont vocation à obtenir beaucoup plus facilement un statut de réfugié, c'est-à-dire les Syriens, les Irakiens et les Afghans. Donc on va se trouver dans un phénomène où des ressortissants égyptiens, libanais ou maghrébins vont essayer de se faire passer pour des Syriens pour pouvoir obtenir un statut de réfugié. Passés 25 jours, si leur demande d'asile n'est pas examinée, les migrants restent bloqués sur l'île, sous un régime de détention indirecte. Depuis l'accord avec la Turquie, la Grèce s'est transformée en un archipel de camps. Dans ce verrouillage des frontières, Frontex, le bras armé de l'Europe, n'a jamais eu autant de moyens. Les États membres mettent à sa disposition un arsenal maritime, terrestre et aérien de plus en plus sophistiqué. Son budget a été multiplié par 20 en 5 ans. 1 milliard d'euros dépensés depuis sa création en 2004. Sans compter les crédits de recherche accordés à l'industrie pour fournir des systèmes de surveillance toujours plus innovants. Mais lors des arrestations en mer, des zones d'ombre apparaissent sur le rôle de l'agence européenne. Hey! Hey you! This is police Frontex! Hey you! Ces opérations sont menées par les gardes-côtes nationaux, en présence des équipes de Frontex. Une série d'incidents graves ont été révélés ces derniers mois,
sans pouvoir déterminer le rôle exact de l'agence. Sous l'autorité des États, Frontex agit comme un sous-traitant dont les responsabilités sont difficiles à établir. À Bruxelles, en juillet 2016, le Parlement européen a voté à une large majorité le budget de l'agence. Mais les députés n'ont pas de contrôle réel sur ces interventions. Lors de cette audition, des élus réclament néanmoins des explications à son directeur. Sur des cas de retour forcé contraires au droit européen, sur des tirs de policiers grecs ayant entraîné la mort d'un migrant à l'été 2015. Est-ce qu'il y a des abus? C'est vraiment très cash ma question, parce que vous allez me dire non, mais c'est-à-dire précisément, est-ce qu'il y a des personnes qui sont retournées sans avoir eu la possibilité d'exprimer leur demande d'asile dans un État membre? Si les agents de Frontex sont présents, si tout est fait avec l'appui de Frontex, ne pensez-vous pas que quelque chose doit changer pour éviter que cela se reproduise? Sur l'usage de la force et des armes contre des bateaux de migrants arrivant en Grèce. C'était des navires de Frontex ou non? Nos navires étaient témoins, étaient dans le voisinage immédiat sans être directement impliqués dans les échanges de coups de feu. Pour apaiser les critiques, Frontex a engagé un officier des droits fondamentaux et créé un mécanisme de plainte encore balbutiant. Parmi ses opposants, la députée allemande Ska Keller dénonce une politique qui sert d'abord des intérêts industriels. Frontex, c'est le futur du contrôle des frontières européennes. L'agence sera bien plus importante à l'avenir que les gardes-frontières nationaux. Et depuis qu'ils ont la possibilité de rechercher et mettre en place des technologies, c'est évidemment une grande opportunité pour l'industrie. Pour nous, c'est très important de donner de la transparence à tout ce qui se passe. Et c'est difficile de savoir quelles relations Frontex développe avec l'industrie. Dans cette logique qui vise à repousser encore et toujours plus loin les migrants, l'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie provoque un certain malaise au Parlement. La députée italienne Barbara Spinelli fustige une Europe en pleine faillite morale. Dans l'accord entre l'Europe et la Turquie, les migrants sont devenus une arme de chantage. Mais l'Union européenne n'a pas les outils qui lui donnent la possibilité ou la volonté d'intervenir. Elle a sans aucun doute perdu sa dignité, perdu sa raison d'être. Parce que sinon, cela signifie que nous ne sommes qu'un marché, où l'on échange un peu de marchandises, un peu d'armes, un peu de système de sécurité, et on ne comprend même plus pourquoi on vit ensemble. Dans sa stratégie politique, la Turquie veut montrer à l'Europe comment elle bâtit des camps modèles. El Belli, sur la frontière syrienne, à 1 heure d'Alep, est l'un de ces camps financés par l'État. Une solution standardisée pour 25 000 réfugiés, hébergés dans des containers alignés au cordeau. Dans un exercice de communication bien rodé, le directeur, un fonctionnaire du gouvernement, assure la visite. Nous les appelons nos Champs-Élysées. Parce que c'est grand, c'est beau et rafraîchissant. Ici, on a 5 écoles, 2 jardins d'enfants, une école primaire, un collège et on a aussi une crèche. De l'éducation à la santé, avec un hôpital ouvert 24 heures sur 24. Tout ici est prévu pour durer.
Ce n'est pas un lieu de vie temporaire, c'est permanent. Ce camp peut fonctionner ainsi pendant des années et des années. C'est pour cela que nous leur apportons le meilleur que nous pouvons. Depuis son ouverture en juin 2013, 3000 enfants sont déjà nés à El Belli. Entièrement géré par les autorités turques, le camp vit sans le regard ni la présence d'organisations indépendantes. Les Syriens, les premiers, ont compris qu'ils étaient coincés là pour longtemps. Si les choses continuent comme ça, on pourrait rester ici des dizaines d'années. Si les pays occidentaux et les pays européens en particulier n'interviennent pas, je dis les pays européens car ils ne sont pas très sérieux. Souvent on entend toute l'Europe et les États-Unis promettre des choses, mais concrètement, ils ne font rien pour les réfugiés. Camps de réfugiés, centres de rétention, zones d'attente, ces lieux de mise à l'écart se pérennisent partout dans le monde. Le seul horizon de vie pour 20 millions d'exilés. Un grand dispositif d'enfermement se dessine, comme une face cachée de la société mondiale.